Aïe! Hello Samangai! C'est comment on dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quoi. Bienvenue dans Talcamine! Talcamine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aïcha, comment tu vas? Coucou Thier, ça va et toi? Ça va, le sujet est piquant, mais j'essaie de garder tu vois, bien. Oui. J'ai mon Fanta à côté, là, mon Fanta Made in Nigeria à côté, oui, parce que je bois que du Fanta qui est du Nigeria à côté, et je vais glacer mon cœur avec. Merci. Oui, on en aura besoin. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un épisode qui s'inscrit en fait un peu dans notre série de podcasts où on explore les tournants historiques, les perspectives contemporaines des relations entre l'Afrique et le reste du monde et du coup ces enjeux quoi. Et aujourd'hui, on aimerait véritablement s'interroger sur une question qu'on s'est posée. Est-ce que l'Afrique a-t-elle besoin d'un Fashoda inversé? Donc, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est quoi Fashoda, mais de quoi il s'agit et tout. Donc c'est une histoire quand même qui n'est pas forcément connue de tous. Et avant que Aïcha, qui est l'historienne vraiment du duo, voilà, nous explique en fait, docteur Aïcha, docteur en histoire africaine et en art appliqué, vous explique ce qu'il en est. Moi, je vais simplement vous dire en fait, Fashoda en fait fait référence à quoi? En fait, ça fait référence simplement à un épisode clé, vraiment important de l'histoire coloniale, qui a marqué les relations entre la France et le Royaume-Uni, mais aussi l'Afrique parce que c'est passé en Afrique. Donc du coup, malheureusement, en tant que victime de tous les jours, on est concerné par leurs histoires, hein. Voilà. Donc, on va explorer plus ou moins en fait cette histoire-là, voir en fait ses répercussions jusqu'à présent, parce que ça a eu des répercussions jusqu'à présent, et s'imaginer en fait, est-ce si on faisait un rewind en fait et on inversait aussi cet événement-là en fait. Donc, est-ce qu'il y a un Fashoda inversé? Qu'est-ce que cela en fait en vrai peut signifier pour le continent africain? Je laisse Dr Aïcha nous parler du Fashoda. Moi, c'est Dr Aïcha qui me retient ici. J'espère bientôt. Pour comprendre le Fashoda, en fait, il faut repartir dans notre histoire coloniale. Et c'est vraiment un tournant historique qui marque l'intensification des compétitions impérialistes entre la France et la Grande-Bretagne. Et c'était les deux plus grandes puissances coloniales de l'époque, comme on le sait. Et le contexte de la confrontation s'enracine dans la quête de domination territoriale. Les deux cherchaient à établir des routes commerciales et des connexions transcontinentales à travers l'Afrique. Encore une fois, sans consulter l'Afrique. Nous, notre avis ne compte pas. Donc, l'Afrique, c'est le truc qu'il faut se diviser, qu'il faut se partager. Et donc, en 1898, la France se dit, moi, je veux relier mes possessions de l'Afrique de l'Ouest à l'Égypte. Et ça s'opposait directement au projet britannique qui, eux, ils voulaient relier le Caire au Cap. Ils sont en train de jouer un Monopoly. Bravo. Exactement. Donc, moi, je veux bouger mes pions de là à là. Et donc, toi, tu me gênes parce que les deux, ils veulent à peu près passer par les mêmes chemins. Et donc, le point de tension, vraiment, c'est cristallisé à Fashoda. Fashoda, c'est une ville qui est en Haute-Égypte. Et les forces françaises et britanniques se sont retrouvées face à face. Donc, ils ont réussi à éviter l'affrontement militaire parce qu'il y avait une diplomatie qui était quand même habile à faire redescendre les tensions. Mais ça a marqué un tournant dans les relations coloniales et c'était vraiment ça a symbolisé en fait cette lutte pour contrôler l'Afrique tout le temps, constamment. Ça a ramené bien évidemment des conséquences parce que oui, c'était un échec. Dans le sens où il n'y avait pas de confrontation militaire à Fashoda, mais ça a entraîné une réorientation stratégique de l'impérialisme européen. Les deux ont reconnu que c'était important de maintenir des relations diplomatiques
stable parce qu'ils ne voulaient pas avoir de guerre, bien évidemment. Ils voulaient continuer à manger. Mais ça a conduit aussi à un réarrangement des sphères d'influence, en fait. Et ça a renforcé la domination britannique sur une grande partie de l'Afrique, comme l'Égypte et le Soudan. Mais donc, en contrepartie, ça a réduit l'ambition coloniale française dans ces régions. Ils ont en gros laissé tomber. C'était un accord pacifique, si on puisse dire. Donc, ça a changé les rapports de force en Afrique, mais a renforcé l'idée aussi que l'Afrique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un terrain de jeu pour les grandes puissances. Ils viennent, leur intérêt, c'est de protéger leur possession impériale et au détriment des peuples africains eux-mêmes, qui n'ont même pas leur mot à dire dans tout ça. Et donc cet épisode, même si, encore une fois, je pense qu'elle n'est pas célèbre parce qu'elle était non violente en fait. Il n'y a pas eu de répercussions durables, car voilà. Mais je pense que ça a quand même redéfini les relations entre puissances coloniales et établi en fait une nouvelle dynamique de la répartition un peu géopolitique de l'Afrique. Et pourquoi on dit complexe de Fashoda? C'est pour faire référence à la manière dont cet affrontement a été perçu. C'est le sentiment de rivalité et la volonté vraiment d'assurer un contrôle sur le continent africain. C'est ce truc de contrôle, vraiment. Et je pense que ça a révélé les limites de la domination coloniale et les Africains eux-mêmes, bien que, voilà, subordonnés, ils se sont sentis un peu acteurs pour une fois, que c'était pas que juste des spectateurs passifs et les pays comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud, ils ont commencé à se positionner en tant qu'acteurs de plus en plus pour avoir de l'influence dans les puissances, dans les relations avec les puissances coloniales, en se disant déjà on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut en profiter pour enfin peut-être obtenir une certaine justice entre guillemets. Donc le Fashoda inversé, ça pourrait être interprété comme une réponse contemporaine à cette domination où l'Afrique, tout en étant toujours l'objet d'intérêts extérieurs, s'efforce un peu de devenir un acteur principal sur la scène mondiale, grâce à des secteurs comme on a mentionné dans d'autres épisodes, l'innovation technologique, l'inclusion financière, l'entrepreneuriat, voilà. Moi, concernant le complexe en fait de Fashoda, on a parlé du ressentiment qu'il y a et tout, de la méfiance, mais je pense que le complexe Fashoda aujourd'hui même en fait, ça prend une autre dimension, tu vois. Exactement. Parce que en fait, les relations franco-africaines sont marquées par des crises, on le sait. Tu vois, par exemple le recul de l'influence française au Sahel, la montée des sentiments anti-français. Par exemple, là maintenant de plus en plus, il y a des acteurs globaux comme la Chine, la Russie, la Turquie qui commencent à rentrer de plus en plus en fait en Afrique et tout. Et il y a un témoignage récent, tu vois, de la dynamique au Mali et au Burkina. Tu vois, au Burkina Faso, où les populations de plus en plus en fait vont revenir rejeter les interventions militaires françaises, perçues comme, tu vois, un peu paternalistes en fait. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir.
À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe. La France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Je pense que il y a un analyste, je pense qu'il est analyste, ouais, il s'appelle Alex Vine. Il disait en fait que pour lui, les Africains, genre nous, on commence à redéfinir nos relations, tu vois, avec les anciens colonisateurs, et on veut vraiment s'émanciper des paradigmes coloniaux, post-coloniaux en fait, tu vois. Et le truc, c'est que cette histoire-là de Fashoda et tout ça, de comment comment les choses se sont passées, en fait, je trouve que vraiment, ça pèse sur l'Afrique. Tu vois, ça continue de peser sur l'Afrique, même si on pense que, comme tu as dit, ça n'a pas eu de répercussions, enfin, voilà, on n'a pas décompté des millions de morts comme il y a pu avoir pour plein d'autres génocides et affrontements et tout. Mais le continent, malgré ça, le continent est désormais acteur en fait global, tu vois. Et nous, les pays africains, on veut s'affranchir des rivalités étrangères et développer des politiques en fait plus souveraines, tu vois. Et donc là, je suis vraiment d'accord vraiment que tu puisses comme ce que tu es en train de dire en fait que le Fashoda inversé en fait ça peut être vu plus comme une stratégie en fait africaine qui va venir vraiment transformer les conflits, tu vois, géopolitiques étrangers en opportunités pour le continent. Et tu as pris l'exemple en fait de ce qu'on disait plus haut en fait, le développement technologique et tout, mais il y a aussi la montée des zones de libre-échange. Oui. Comme c'est le cas là je pense quoi là c'est passé en janvier là par rapport au Niger, au Mali et tout ça, au Burkina qui vont sortir de la zone, enfin qui sont sortis de la zone d'ACEDAO et tout. Et franchement, tu vois, ça montre vraiment le côté de on ne veut plus en fait, tu vois, on veut vraiment sortir du paradigme en fait des paradigmes post-coloniaux. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini? C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique !» Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président.
Et Je surtout, c'est le risque, je pense, c'est qu'on commence à voir que il y a un nouveau type de dépendance qui ressemble un peu à celle de l'impérialisme du 19e siècle. C'est le néocolonialisme avec qu'on regarde un peu, t'en as parlé un peu, ou avec les relations avec la Chine ou même la Russie. C'est qui, je pense, c'est le fachada inversé pourrait aussi peut-être désigner cette nouvelle confrontation géopolitique où l'Afrique est confrontée encore une fois à de nouvelles puissances étrangères. Mais cette fois-ci, on commence un peu, en tout cas dans certains pays africains, c'est la réalité que ces pays ont une possibilité d'imposer peut-être leurs propres conditions, comme cela aurait dû être le cas dans une véritable relation équilibrée. Mais tu sais, je voulais quand même savoir les répercussions que tu as vues sur l'Afrique, l'Afrique d'aujourd'hui aussi. Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire un peu plus sur ces répercussions que tu vois sur le continent? T'as mentionné le défi qu'il y a eu pour certains pays, mais est-ce que du coup t'as d'autres conséquences pour nous? Oui, les répercussions, qu'on a dit déjà plus tôt, mais je pense que la réelle répercussion, le réel impact en fait, c'est que on assiste à de nouvelles relations, à une nouvelle ère en fait de relations franco-africaines, tu vois. C'est-à-dire, on est là. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut déjà même imaginer une rupture totale ou un renouveau des relations franco-africaines, tu vois? Oui. Mais la question reste ouverte effectivement. Mais en fait, il y a plusieurs tendances qui commencent à se dessiner, qui sont véritablement des répercussions des répercussions en fait de ce complexe-là, tu vois, sur l'Afrique. C'est que déjà, dans un premier temps, les pays africains vraiment, ils veulent diversifier leur paternalité, tu vois. Ils veulent pas genre, il y a que toi pour nous aider, il y a que toi pour nous secourir, il y a que non. Ils veulent se tourner vraiment vers de nouveaux acteurs, comme on a parlé tout à l'heure de la Russie, de la Chine et tout ça. Et également, il y a des mouvements citoyens, tu vois. C'est-à-dire que la jeunesse africaine engagée exige plus de responsabilités en fait de ses dirigeants et des partenaires étrangers. Tu vois, là par exemple, nous aujourd'hui dans le pod et tout, c'est la saison 2, on parle énormément des enjeux dans l'Afrique et tout. Il y a des choses qu'on découvre aussi, tu vois, parce qu'on s'intéresse un peu plus à ça. On fait découvrir aussi des thématiques à certaines personnes et tout, sans forcément, on n'approfondit pas hein, de fou, mais ça veut dire que vraiment, on voit vraiment qu'on s'intéresse à ça, on se pose réellement des questions, tu vois, et on ne se limite pas à ce qu'on nous donne comme information. Tu vois, on va chercher nous-mêmes, on va venir questionner l'information et c'est très très important. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer, faire des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez, mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table. Avec un appétit difficile. À bon entendeur. Salut. Et aussi, je pense que la sécurité, le développement durable, les migrations exigent des collaborations équilibrées et mutuellement, en fait, tu vois, bénéfiques par rapport à ça. Et comme, je pense qu'il y a un philosophe camerounais qui disait, en fait que l'avenir des relations entre l'Afrique et le reste du monde va dépendre véritablement de la capacité des Africains à concevoir leur propre voie,
loin Mhm. des modèles imposés. Et de Mhm. plus en plus, on veut commencer à partir, on veut s'éloigner des modèles imposés par notre père et décider que maintenant on décide de travailler avec qui on a envie de travailler. On va pas forcément attendre de toi, tu vois. Toi aussi n'attends pas de nous. Et puis vice versa, tu vois. Mais la question que moi je me pose et que, enfin, je vais essayer de te dire ce que je pense, hein, tu vois. Et j'attends que Oui. tu me dises aussi comment toi tu vois les choses par rapport à ça. C'est Mhm. que on a parlé, on a plus ou moins dit parler de Fashoda, du contexte en fait historique, du contexte historique et du complexe aussi de Fashoda. Mais la question c'est que est-ce que l'Afrique a vraiment besoin d'un Fashoda inversé, tu vois? Parce que Oui. le Fashoda inversé, en fait, ça pourrait signifier que il y a une nouvelle stratégie africaine pour transformer les rivalités entre les grandes puissances en avantages stratégiques, tu vois. Mais en même temps, moi, je me pose plein de questions, tu vois. Je sais pas comment les auditeurs, comment vous voyez les choses et tout, Aïcha et tout ça. Mais je me demande, est-ce que les pays africains sont prêts à jouer un rôle unifié sur la scène internationale? En fait, c'est ça le problème. Tu demandes à Conan te dit oui. Tu vas demander à Amidou te dit non. Tu demandes, en fait, on n'est pas, il y a pas ce côté d'unification, en fait, tu vois. Et puis, je me demande comment on peut éviter que ces nouvelles alliances-là, en fait, ne reproduisent pas, en fait, justement, des déséquilibres du passé. Tu vois. Oui. Et donc, Non, du coup, en fait, moi, c'est quelque chose, parce que, comme on a dit, on s'est posé une question, ça dit, bon, en partant de ce fait historique-là, est-ce que si on inversait les trucs, ça allait pas, tu vois, on n'allait pas revenir à quelque chose de mieux? Mais, est-ce qu'on est prêt nous-mêmes, en fait? Tu vois ce que je veux dire? oui, non, ça c'est une très bonne question parce que ça introduit un milliard d'autres questions. La première, c'est peut-on dépasser déjà le complexe de Fashoda tout court? Yes, Genre, yes, yes. tu vois. Ouais. Deuxième, ok, oui, mais quelles seraient les répercussions du coup d'une posture affirmée? Est-ce que donc l'Afrique ne se laisse plus instrumentaliser? Moi, pas manger à checker tous les jours, hein. Ah, ouais. En fait, non, les gars, non. Un peu de crème fraîche, un peu de champignons, s'il vous plaît. Tu vois, ils vont me frapper. Un peu de crème fraîche, un peu de champignons, s'il vous plaît. Non, mais, Tu vois ce que je veux dire, genre. ouais, je vois. Je pense pas que, en fait, c'est ça le problème de ce monde, malheureusement, c'est qu'il y a personne qui pense à, ok, le côté éthique des choses. Tout le monde pense à dominer. Il y a personne qui pense vraiment à parler d'égal à égal, tu vois. Quand la France parle avec l'Afrique, c'est pareil. Quand la Chine vient, oui, ils font les beaux gars, mais vous laissez pas berner, c'est pareil, ils cherchent à dominer. C'est pas du tout une relation d'égal à égal. La Russie, c'est pareil. Chacun cherche à imposer une certaine domination et donc ça passe par quoi? Ça passe par pointer parce que oui, la France jusqu'à maintenant, elle a été le pays qui a fait le plus de dégâts en Afrique. Donc c'est très simple pour le moment de pointer la France du doigt et que du coup toute l'Afrique se mobilise et dise que oui, non, ok, la France et tout. Mais pour moi, ça ne voudrait aussi pas dire laisser autant de pouvoir à des pays comme la Chine ou la Russie qui parfois signent des contrats qui sont vraiment genre donc je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce qu'on est encore prêt mentalement à faire ça? Et le dernier point, si toutes ces questions-là, c'est oui, ok, il n'y a pas de problème. C'est les défis. Et le premier, c'est l'unité africaine. Je parle économiquement et aussi politiquement. Franchement. Du coup, ça, c'est vraiment pour une diversification pour moi des partenaires et il faut une unité. Genre là, on voit, le Mercosur discute avec l'Union européenne. Le Mercosur discute pas avec la France, hein, ni avec l'Allemagne et tout. Ça discute avec tous les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, ok, on a adopté ça, c'est bon, tout le monde. On peut pas aller douiller maintenant le Sénégal ou le Ghana de l'autre côté ou tout ça. Non, tout le monde est dans le même bateau. On parle nous tous, on a mis les mêmes conditions, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on refuse. Tout le monde refuse. Mais non,
Le Sénégal va accepter. Le Ghana va dire, vous êtes encore des, vous êtes encore des colons là-bas. Déjà, votre monnaie, vous n'avez pas votre propre monnaie. Nous, on va rien savoir. Le Nigeria va dire, ah oui, nous, on est d'accord aussi, on va rien savoir. Mais vous, le Ghana, votre monnaie aussi, c'est n'importe quoi, on n'est pas d'accord. Du coup, déjà, dans une seule petite zone de l'Afrique de l'Ouest, il y a personne qui n'arrive à se mettre d'accord. Du coup, comment on va avancer? Mais je trouve même que déjà, on va trop loin. Va dans un pays seul, les ethnies entre elles-mêmes. On se comprend C'est pas. ça. C'est Tu vois, ça. on se met pas d'accord, en fait. Tu vois? Donc, déjà, je dis, C'est c'est ça. déjà compliqué. C'est C'est déjà ça. très, très compliqué. Donc, je dirais que vraiment, encore une fois, c'est au niveau des mentalités. Après, vraiment, pour cet épisode-là, c'est vraiment, on voulait vraiment déjà vous parler de Mhm. de ce fait historique-là, quand même, que pas grand monde connaissent. Mhm. Mhm. Et en même temps, par la même occasion, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, essayer de visualiser, en fait, si ça, Oui. si on pourrait tirer pour une fois un fait historique qui quand même nous a impacté, on pourrait tirer ça à notre avantage. Mhm. Mais là, on se rend compte, en fait, qu'il y a quand même des choses qui pêchent en notre faveur, en fait, en notre défaveur. À toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue, où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait, dès lors qu'il satisfait à vos intérêts, et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Là, je pense qu'on a clairement vu l'histoire de la Fashoda et on a vu comment, par l'histoire de Fashoda, on a vu comment cette histoire-là continue de résonner dans les relations franco-africaines, tu vois, et au-delà même. Donc, comme Aïcha l'a dit, hein, si l'Afrique doit s'engager dans une stratégie de Fashoda inversée, cela, je pense, doit exiger une prise de contrôle des leviers diplomatiques et économiques en misant sur la solidarité intracontinentale et la souveraineté. Mais comme on vient de le décrire, de le caricaturer là, le Ghana peut dire oui, la Côte d'Ivoire va dire non, le Mali va dire oui, le Burkina va dire non, le Sénégal va dire oui. Donc déjà, même en Afrique de l'Ouest, c'est déjà compliqué. C'est déjà très, très, très compliqué même, en fait. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais je pense que c'est ça, je pense que c'est ça le fin mot, en fait. C'est que il faut vouloir miser sur une solidarité intracontinentale et la souveraineté de chacun, mais c'est un peu chaud. Oui, non, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas une utopie, tu vois. C'est pas quelque chose qui, c'est vraiment impossible à faire ou quoi que ce soit. Mais je pense que le problème, c'est déjà comment on se voit. Je pense que nous, Africains, déjà, on se voit petits. Et ça, peut-être que ça va rendre fou des gens. African Giants. Oui, mais tu vois, genre, je pense que on se voit toujours petit et ça s'explique aussi dans nos comportements, même dans nos comportements politiques. Je te dis juste tous les conneries auxquelles les présidents africains là sont invités. Ils vont remplir tout ton avion depuis l'Afrique, partir. Je vais pas nommer de pays, hein, mais vous-même vous savez. J'ai pas besoin de. Je vais nommer. Mais vous savez. Ah là là. Non, mais Aïcha,
si tu as remarqué, il y a un truc qu'il faut dire. Hein. Pour ce genre d'événement dont on parle là, on est d'accord que très souvent, il n'y a pas trop... Afrique de l'Ouest, il y a un pays ou deux qui aiment bien se promener là-bas. Mais... Bien évidemment. Non, mais depuis quelque temps, Afrique Il y a de l'Ouest, franchement, je trouve que, voilà, c'est un peu bien. De toute façon, le pays dont tu parles, on leur donne un peu de courant. S'ils m'énervent, on va couper le courant là-bas. Mais, je pense que, normalement, c'est bon. Très souvent, en fait, c'est, des présidents, en fait, qui sont là depuis très très longtemps et qui ont une relation assez particulière avec l'Occident, tu vois. Donc, ils sont quand même, je vais pas dire obligés, mais c'est un peu, je vais dire, une petite coutume, en fait, tu vois, de se mobiliser à chaque fois qu'il y a un sujet en Occident. Ce qu'en soit, moi, ça me dérange plus tellement, hein, parce que bon. Non, tu vois, moi, je suis contente de voir que, il y a des jeunes qui commencent à arriver, commencent à changer les choses et tout. Mais moi, ça me dérange toujours parce que pourquoi? C'est tellement important dans les relations internationales. Genre, je suis désolée, on voit pas la Chine se trimballer partout, pour tout et n'importe quoi. Les États-Unis, pareil. Même la France, là, on la voit pas se trimballer partout pour des trucs, vous pouvez compter le nombre de fois où un président va se déplacer pour partir dans un pays africain. Vous pouvez. Mais, c'est parce que pourquoi c'est important, c'est comme ça, c'est les règles des relations internationales, c'est comme ça. Mais tant qu'on va pas reprendre le contrôle, pour moi, ça va être problématique. Il y a certains pays qui commencent à vraiment dire, allez, voilà, je vais pas dire, je vais rester poli, mais par exemple le Botswana a déjà fait ça. Et on dit bon, vous là, vous êtes là que pour nous exploiter, prenez vos clics et vos claques, vous partez. Maintenant, on fait nos propres mines. Qui sont nationales, on exploite tout ici et puis on vous vend. Si vous voulez, tant mieux. Si vous voulez pas, c'est votre problème. Le Sénégal, là, quand Djama est venu, ils ont commencé à renégocier des contrats. Parce que bien évidemment, ils se sont rendus compte que tout ce qu'on était en train de dire, c'est vrai. C'est littéralement, on a vendu nos arrière petits-enfants. Ils vont être encore dans des dettes, c'est des choses qui n'arrangent pas du tout le Sénégalais, ça arrange les autres parties. Aïcha, tu sais, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que, quand tu parles de dette là, je garde mon passeport et j'ai des frissons. Donc je pense que, parce que franchement, je pense que il faut qu'un jour, on ait un économiste en fait sur le pod et qu'il nous explique, qu'il vulgarise un peu, tu vois, cet écosystème en fait d'endettement et tout en Afrique, comment ça, vraiment qu'il vulgarise en fait pour tout le monde, qu'on essaie de mieux comprendre, qu'il nous donne des chiffres, qu'on puisse bien véritablement concevoir ça, parce que moi, il y a des choses que j'entends, je refuse de croire que c'est vrai. Si. Malheureusement, la dépendance économique en Afrique, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ils veulent pas s'avorter. Parce que justement, genre, tellement on est like deep dedans, il y a beaucoup de gens qui veulent pas savoir. Parce que c'est quoi? C'est que si je sais, limite ça gâche en fait le reste de ta vie. Parce que tu remets en question même le fait de est-ce que tu vas avoir des enfants? Les gars, vraiment, cet épisode-là, dites-nous comment vous voyez les choses, dites-nous comment... On a débordé en fait on n'a pas débordé en vrai. On est en train d'expliquer en fait comment ça va être compliqué en fait de pouvoir partir sur l'unification dont on parle en fait, sur la collaboration intracontinentale. On est en train d'expliquer en fait comment ça va être compliqué, les défis, les obstacles auxquels on va être confronté, tu vois, aussi minime. Vraiment, je pense que ce podcast-là m'apprend vraiment le féminin et le masculin de chaque petit mot. Je me cherchais même pas avant de savoir si c'était féminin ou masculin. Aussi minime qu'elle soit. Aussi minime qu'il soit, un obstacle, un défi, ok, aussi minime qu'il soit, et tout. Et franchement, je me dis que c'est des pistes de réflexion. C'est des pistes de réflexion. J'espère que ça va vous permettre de pouvoir vous poser, vous dire, mais en fait, on est dans quoi là, réellement? Et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On n'a pas dit d'être tous des Patrice Lumumba, de venir, non. Vraiment à ton petit niveau. Et chez moi, on parle, on a le pod et tout, on a des sujets qu'on découvre et tout, on en parle, on dit, ah, mais ça c'est cool, ça et tout. Comme on vous a dit à Camille, non, clairement, c'est quelque chose que j'aurais pu appeler Aïcha pour lui dire, écoute, j'ai découvert ça et tout, t'en penses quoi, nanana. Elle allait me donner son point de vue dessus et on en discute. Et en vrai,
ça change pas notre vie au quotidien, tu vois, mais on essaie quand même de réfléchir un peu plus, de pousser un peu plus la réflexion, et on sait que petit à petit, ça va peut-être nous emmener à avoir des solutions ou à poser des actes, en fait, qui peuvent nous rapprocher de ça. Peut-être que c'est pas notre génération, hein, peut-être que c'est dans 10 générations, on ne sait pas, mais au moins, on aura fait ce qu'on peut faire et on serait... Et je pense que le plus important, Aïcha, c'est de ne pas s'arrêter sur ce qu'on nous donne comme information. C'est surtout ça. Et C'est le point le plus important. De fouiller et toi-même te poser la question de comment tu sens les choses. Comment tu vois les choses, voilà. C'est ça. Tout simplement. Non, mais donc, j'espère que vous avez d'accord. apprécié cet épisode-là. Moi, j'ai kiffé. Je suis épuisée parce que vraiment, je suis assise, je sens le poids des dettes sur mon corps. Je suis fatiguée. Je pense qu'on est beaucoup à le sentir aussi, et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Peut-être que c'est pas notre génération, mais on doit poser en tout cas les fondations. Le mot impossible, c'est ça qu'il faut éviter à se dire. Moi, je pense qu'un fachoda inversé, c'est possible. Mais qu'est-ce que ça demande? Ça demande un travail personnel. Là, c'est même plus la faute de, je sais pas, tel pays ou tel pays. Non, nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on transforme collectivement le continent, genre, avec un regard vers des stratégies communes. Parce que là, c'est toujours chacun pour soi. Personne ne va être d'accord. Même quand quelqu'un vient avec une stratégie, il faut que les autres, ils arrivent à dire non, pour une raison qu'on ignore encore. Donc, je pense que il faut qu'on se pose la question nous-mêmes, en fait. Est-ce que le complexe même de Fashoda nous guette personnellement? Est-ce que nous-mêmes, dans notre manière de fonctionner dans la vie de tous les jours, on laisse certains trucs passer, ou est-ce que, et comment on peut arriver à moi, si j'arrive à en discuter avec Thier, comment vous pouvez arriver à en discuter avec votre famille, des petits trucs. Ça commence toujours à petite échelle. Il faut pas juste se réveiller aujourd'hui et dire non, nous on ne peut rien faire avec la France. Non, la France est un pays qui peut proposer des stratégies qui sont intéressantes. Maintenant, en tant que président de la France, c'est quoi mon rôle? C'est de tout faire pour les intérêts de la France. Donc, qui on doit pointer du doigt? Nos propres représentants. Eux, leur métier, c'est quoi? Leur objectif, ça doit être quoi? Nous défendre en tant qu'Africains. Défendre nos intérêts. Maintenant, quand ça, c'est pas le cas, c'est là où on doit retourner et voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et demander des questions. Comme tu l'as dit, demander. Mais parce qu'un truc nous fatigue émotionnellement. Je comprends, c'est draining, mais vraiment. Mais c'est notre argent, hein. C'est nous, on paye les taxes. C'est nos enfants qui vont payer. Donc, toute question qu'on va pas poser, ça va passer sous notre nez et demain, on va dire comment ça a été possible. Ah, voilà comment ça a été possible. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Thier pour cet échange. Je pense qu'il est temps d'aller boire ton Fanta. Yes. Pour te rafraîchir un peu. J'en peux plus. Et on vous dit à dans 2 semaines. Bisous la famille. Ciao. Fidu fofu du fi talkamin la wai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talkamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talkamin.